Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, vous êtes à l'écoute de Fréquence Gandal. Comme toutes les 2 semaines, vous avez l'émission Le Portafi Bantal, les mercredis en français et les jeudis en poulard. Tout à l'heure, avant l'arrivée de M. Barry, je vais devoir introduire l'émission en présentant le thème de l'émission. Qui a fait tuer Amilcar Cabral? L'émission de ce soir aura pour but de lui rendre un hommage appuyé comme une grande figure de l'histoire de l'Afrique, comme une victime de la dictature sanguinaire de Sékou Touré, dont les effets pèsent encore sur notre pays. Sans tarder, nous allons passer le micro à Bachir Portal, Bachir Ba, de Portal, pour nous narrer ce qui est en réalité un crime contre l'humanité. Bachir, bonsoir. Monsieur Barry n'est pas là, je me suis permis de vous introduire à vous le micro. Merci beaucoup. Nous informons nos auditeurs que M. Barry a perdu son grand frère aujourd'hui, donc il n'est pas disponible. On ne vous entend pas bien, Bachir. Je dis, vous m'entendez mieux? Oui, ça va mieux? Oui, on t'entend maintenant. D'accord. Donc, merci beaucoup, M. Diallo. Nous informons tous ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude d'écouter notre frère, M. Barry, qu'il a perdu son grand frère aujourd'hui en Guinée. La semaine dernière, il avait perdu sa grande sœur, ce qui est une suite assez tragique, donc il ne pourra pas être disponible. Nous saisissons l'occasion pour, au nom de tout le monde, de toute la famille du Fouta Djallon, présenter nos condoléances les plus attristées à la famille et nous souhaitons aux disparus un séjour dans le paradis d'Allah. Merci beaucoup. Et comme M. Diallo Sankarela a introduit aujourd'hui, le thème sera basé sur le livre d'un journaliste portugais du nom de José Pedro Castanheira, qui a écrit un livre qui a été très bien reçu, mais comme il a été traduit en français tout récemment, sur la question relative à la mort de Cabral, qui reste toujours pour beaucoup de personnes un mystère, mais qui pour nous Guinéens, qui nous interroge directement, comme M. Sankarela l'a dit, mais pour nous qui avons vécu cette période, même si on était jeunes, on sait que l'implication de Sékou Touré est connue, elle est publique en Guinée, même si elle reste à documenter pour prouver dans l'histoire qu'il a trempé encore dans ce crime horrible contre une personnalité respectée de l'Afrique, contre un combattant reconnu et un intellectuel de très haut plan, de très haut niveau de l'Afrique, pour toujours des questions de jalousie et de préscience et des pulsions sanguinaires qui ont animé toute sa vie et qui ont marqué son règne. Donc, M. José Castanheira a écrit un livre dont le titre est assez pertinent, qui a fait tuer Amilcar Cabral. C'est le titre du livre qui a été publié en 1995 et qui a été traduit récemment en français. Et avant de passer dans le contenu du livre et axer notre débat sur les indices extrêmement précieux, extrêmement précis de la participation de Sékou Touré, nous allons faire un tour d'horizon rapide, présenter d'abord le journaliste de façon succincte, faire une présentation succincte du contenu de son livre qui a environ 400 pages, donc on ne peut pas résumer en quelques phrases, avant d'aborder la partie où il montre qu'il y a deux sources possibles
d'inspiration de l'assassinat. Les assassins, on les connaît, on les a arrêtés. Certains ont avoué, certains ont été torturés pour qu'on les fasse avouer, comme c'était le cas en Guinée. Mais, comme toujours, qui avait un bénéfice à faire tuer Cabral et qui a profité du décès de Cabral? À partir de là, chacun pourra tirer ses conclusions. On n'aura même pas besoin peut-être de tirer des conclusions, mais en allant de façon démonstrative et en relatant ce que le journaliste a écrit. Et je vous indique que la plupart, 90% de ce qu'on va présenter aujourd'hui sont tirés du livre dont on vient de parler. On fera nos propres commentaires pour tout juste resituer le combat, mais tout ce que nous allons relater aujourd'hui a été tiré du livre. Et quand on aura les choix qu'on a fait, comme je l'ai dit, c'est d'axer la discussion sur les indices et les présomptions, ainsi que les déclarations qui montrent que Sékou Touré a été le principal instigateur de cet autre crime. Donc, José Pedro Castanheira est un Portugais qui est né en 1952. À l'âge de 22 ans, il commence sa carrière journalistique en 1974. Il était rédacteur en chef du quotidien El Luta. En 1979, il rejoint l'hebdomadaire au Journal au Portugal. Depuis, il écrit dans l'hebdomadaire L'Expresso, dont il est le principal reporter. Il est spécialiste des affaires sociales. Il a consacré de longues années de reportage, de journalisme d'investigation, notamment sur l'histoire du Portugal récent, et de l'histoire récente du Portugal et de ses anciennes colonies. Il a effectué des reportages dans toutes les anciennes colonies du Portugal, Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Sao Tomé et Principe, enclave de Sao Batista et bien d'autres, Macao et bien d'autres anciennes colonies du Portugal. Il a été envoyé spécial dans les guerres de Croatie et de Guinée-Bissau, du Timor. Il a reçu beaucoup de prix. C'est un journaliste de renom qui est très respecté dans le monde lusophone et qui est très connu dans le monde, en Europe particulièrement. Il a reçu beaucoup de prix qu'on ne va pas citer ici, mais c'est un journaliste réputé. En plus, il a un engagement politique très très marqué parce qu'il a des activités syndicales très marquées. Il a présidé le comité d'organisation du 3e congrès des journalistes portugais en 1998. Pour ce qui est d'Amilcar Cabral, parce qu'on sait que peut-être il y a des personnes qui ont entendu parler de lui, on va faire une brève description et nous invitons tout le monde à se documenter. Il suffit de taper sur Google qui est Amilcar Cabral. Chacun aura suffisamment d'informations sur sa vie. Il est né le 12 septembre 1924 et il mourut le 20 janvier 1973 assassiné à Conakry. Et pendant la guerre de Bissau, il avait un nom de guerre qui s'était Abel Diassi. Il est agronome de formation, c'est un militant anticolonialiste, comme on l'a dit, un homme politique de Bissau et des îles du Cap-Vert. Il est né au Cap-Vert, mais il a grandi à Guinée-Bissau avant d'aller au Portugal, d'où son attachement perpétuel à vouloir unir les deux colonies, alors que les Portugais avaient tout fait pour les séparer comme ils le font, comme le font toutes les puissances coloniales, et que derrière, le sanguinaire Sékou Touré était aussi en train de jouer à d'autres formes de division afin d'aménuiser le prestige international de Cabral. Cabral laisse dans l'histoire de l'Afrique la mémoire, la trace d'un homme engagé, d'un intellectuel accompli, d'une intégrité et d'un sens de l'histoire hors du commun. Le livre, comme je l'ai dit, pour camper le livre, et le livre explore, pour répondre à la question qui en est le titre, explore 3 pistes principales. L'une des pistes, elle est assez simple, c'est la piste des Bissau-Guinéens qui ont tué Cabral. C'était des anciens membres très influents du bureau politique. Un d'entre eux avait été arrêté pour des histoires de détournement. Cabral l'a réhabilité et l'a réintroduit en Guinée. Un autre avait été arrêté et libéré par le Portugais. Et il semble que c'est à ce moment qu'ils l'ont recruté pour venir semer la zizanie. Et la seconde piste, c'est la piste de la police politique de la dictature portugaise de l'époque, qui s'appelait le PD et qui a été surnommé après DGS. Donc, cette piste aussi est assez intéressante parce qu'elle a traqué pendant des années
elle a voulu éliminer Cabral comme elle avait éliminé d'autres compagnons comme Eduardo Mondlane ou Mario de Andrade en Angola et au Mozambique. Ensuite, le livre parle de la piste de la participation de Sékou Touré qui avait invité le PAIGC à s'installer en Guinée à partir des années 60. Sur les trois pistes, le livre donne suffisamment de documentation, interview des acteurs principaux, dont Spinola qui était gouverneur de la Guinée-Bissau pendant que ça s'est passé et pendant même le débarquement de 1970. Et nous allons en parler rapidement. Et ces pistes, il les a suivies. Pour ce qui est de la police politique de la Guinée-Bissau, beaucoup de dossiers ont été déclassés avec le temps. Mais, comme le note Pedro Castañera lui-même, il y a beaucoup de vide parce que quand il y a eu le coup d'État militaire en 1974 qui a balayé le régime de Caetano qui était le successeur de Salazar, eh bien, beaucoup de policiers ont nettoyé beaucoup de fichiers. Donc, il indique clairement qu'il y a des trous. Ensuite, pour ce qui est de la Guinée-Bissau, il indique qu'il y a encore un silence. Et comme on le verra dans la suite de la présentation, un silence gêné. Les gens ne veulent pas parce qu'il y a eu des conflits après, il y a eu des coups d'État. On sait que c'est un pays qui est devenu très instable et nous espérons qu'il va se stabiliser maintenant. Eh bien, il indique qu'il y a beaucoup d'hésitation à parler. Mais comme on le verra avec des sous-entendus, plus tard, dans les témoignages du leadership du PAIGC qui était en Guinée et qui était au front à l'intérieur de la Guinée-Bissau, eh bien, la plupart de ces personnes n'excluent pas ou confirment la participation de Sékou Touré à encourager les mains qui ont tiré sur Cabral. Et en Guinée, Castañera note que le fait que Sékou Touré fut succédé par ses sbires, qui ont tout fait pour nettoyer la mémoire collective de la Guinée et les fichiers dans lesquels ils sont compromis. Ça, on le sait suffisamment. C'est une tare de notre histoire qu'il faudra qu'on lève. Et une bonne partie des émissions, et toutes les émissions qu'on fait ici, ont tendance à notre niveau à combler ce vide qui continue à hanter notre nation et qui fait qu'il y a des fantômes. Les acteurs de notre histoire apparaissent comme des fantômes de crimes ou des fantômes victimes. Il faut qu'on arrête ça, qu'on campe les gens dans leur contexte, qu'on explique les crimes qui ont été faits. Ce ne sont pas des malédictions, ce ne sont pas des destins qui sont venus de Dieu, ce sont des complots qui ont été montés par Sékou Touré, sa famille et ses acolytes pour plonger la Guinée dans une misère perpétuelle, pour éliminer toute personne dont il croyait qu'il était capable de leur résister, afin de laisser une tabula rasa dont on n'arrive pas à sortir. Et ça, c'est notre commentaire, mais le journaliste aussi montre clairement que le fait que des anciens agents de Sékou Touré aient pu le succéder, eh bien, la mémoire collective en Guinée reste totalement compromise. Et moi, en lisant le livre, j'ai conclu que la piste de la complicité de Sékou Touré est la plus intéressante, parce qu'elle nous interpelle d'abord. Ensuite, à travers les questions que le journaliste pose dans son livre, on montre clairement comment Sékou Touré a utilisé Cabral, a cherché à l'influencer, voyant que la personne avait plus de grandeur, de renommée, l'a fait liquider en utilisant toutes sortes d'astuces, y compris l'ethnocentrisme. Et ça, c'était pour camper le livre. Je vais faire un tour rapide sur la piste de la police politique du Portugal de l'époque, le PD, qui est devenu DGS. Dans le livre, Spinola, dont on sait qu'il fut le gouverneur de la Guinée-Bissau quand elle était une colonie portugaise, a reconnu avoir organisé le coup de 1970, le débarquement. On en a suffisamment parlé. Il a utilisé des Guinéens comme couverture, donc commandant Tcherno, auquel on a rendu hommage il y a quelques semaines. Et il a dit que son intention c'était d'arrêter Cabral. Mais comme il dit qu'à l'époque, la police politique de l'Espagne, du Portugal, était plus féroce qu'elle n'était renseignée, eh bien, ils ne sont même pas rendus compte que Cabral n'était pas en Guinée quand il faisait le débarquement. Malheureusement, le journaliste est totalement muet sur
la complicité de Sékou Touré sur ces crimes sont le fait que nous avons démontré ici que Sékou Touré était au courant du débarquement, qu'il a laissé faire, qu'il a amené des prisonniers, que le PAIGC détenait 26 prisonniers pour les mettre à portée des assaillants qui les ont repris et qui sont partis. Il n'a pas abordé ce thème, mais c'est un thème que nous allons continuer à creuser et nous incitons tous les historiens, toute personne qui veut faire de sa spécialité l'étude de l'histoire de notre pays pour rendre service aux citoyens, de bien se pencher sur ces questions. Même si les documents ont disparu, les recoupements sont possibles pour qu'on puisse éclairer cette page sombre de notre histoire qui a englouti l'essentiel des cadres et de la substance de notre nation. Eh bien, dans l'interview que Spinola a accordée, eh bien, il explique clairement que quand il s'est rendu compte de la débâcle du débarquement de 1970, rappelons que quand le Portugal a monté ce débarquement, opération Mar Verte, eh bien, le monde entier s'est levé contre le Portugal. Le Portugal s'est retrouvé diplomatiquement totalement isolé. Bien que Caetano soutienne Spinola dans l'opération, Spinola a compris qu'il n'y avait pas de solution militaire contre le PAIGC. C'est seulement qu'il a engagé des négociations discrètes. Il a voulu que Cabral le rejoigne pour qu'il fonde une sorte de fédération comme De Gaulle avait cherché à le faire avec les colonies françaises. Dans son sens, c'est un vieil homme, Spinola, né en 1900, au début du siècle, début de 1900. Donc lui, il voulait toujours la colonisation comme une solution viable si on l'humanise. Après la débâcle militaire qu'il a essuyée, après le montage qu'il a fait pour récupérer les prisonniers politiques avec la connivence de Sékou Touré. Et comprenant que il a totalement soutenu qu'il n'est absolument pour rien en tant que gouverneur de la Guinée-Bissau dans l'assassinat de Cabral. Et ça, il le maintient le long de l'interview sur tous les angles par lesquels le journaliste l'a interpellé. Il montre qu'il n'avait aucun intérêt. Au contraire, il voulait garder Cabral parce que c'était l'interlocuteur idéal. Et quand il a perdu cet interlocuteur, il était lui-même choqué. Donc la piste que Sékou Touré cherchera à accréditer 3 jours après l'assassinat en tenant une conférence à Conakry en disant que c'est le Portugal, la main du Portugal, eh bien cette piste, elle sera de plus en plus dévalorisée parce que Spinola a écrit son livre, ce journaliste a écrit son livre dans lequel il y a des démentis précis sur les affirmations de Sékou Touré. Et Spinola, quand il quittera le Portugal, après s'être chamaillé avec Caetano parce qu'il voulait à tout prix engager la solution militaire alors que Caetano ne voulait rien entendre, on créera un poste de chef d'état-major adjoint des forces armées et retournera au Portugal. Et une année après son retour, il écrit un livre qui s'appelle Le Portugal et le futur, qui va déclencher 2 mois plus tard la révolte des militaires avec lesquels des jeunes officiers, qui va créer le coup d'état militaire d'avril 1974 qui va balayer le régime de Caetano, parce que les officiers en avaient marre de la guerre, des guerres coloniales dans lesquelles le Portugal perdait ses ressources, son temps et son prestige. Le régime de Caetano va être balayé, Spinola sera nommé président, mais il ne va pas s'entendre avec les jeunes officiers. Comme je l'ai dit, parce que c'était un homme, un colonialiste parfait et dur, un anticommuniste convaincu. Il croira que les officiers étaient en train d'entraîner le Portugal vers une voie communiste. Il démissionnera du gouvernement, ils vont le chasser du gouvernement, il cherchera à monter un autre coup, un contre-coup pour les balayer, pour rester au pouvoir, et bien il se fera découvrir, il suffira, il ira s'installer au Brésil pendant des années. Ce n'est que quand un adversaire réputé de Caetano reviendra au pouvoir du nom de Mario Soares qui deviendra Premier ministre, que ce dernier va le pardonner en 1986 et bien que ce soit son adversaire, Spinola retournera au Portugal où il mourra en 1996. Donc voilà pour se brosser rapidement la piste que Sékou Touré a cherché à accréditer comme étant la source et la raison de l'assassinat de Cabral. Les dissensions internes, comme je l'ai dit, eh bien, c'est des gens du PAIGC qui ont tué Cabral. Ça, c'est clair. Ils ont été arrêtés, certains sur les faits, bien que ça aussi, comme on le verra plus tard avec les témoignages d'officiers guinéens
emprisonnés, ce n'est pas aussi clair que comme on l'a fait croire pendant toutes ces années. Eh bien, ces officiers étaient membres du PAIGC. Il y avait des dissensions que le Portugal avait cultivées entre les Cap-Verdiens et les gens du continent. Comme d'habitude, ils le font, les Cap-Verdiens, ils les prenaient un peu parce que c'était des gens, la plupart des gens métissés. L'île du Cap-Vert a été tout le temps peuplée, un centre de métissage, un centre d'esclavage et un centre de conquête pendant des millénaires. Eh bien, ces gens-là, le Portugal va les promouvoir un peu comme des citoyens de premier rang, alors que les gens noirs du continent étaient comme second rang. Et rappelons que les gens de Guinée-Bissau se sont plus opposés férocement au colonialisme portugais. Pendant des années, rappelons que le Portugal n'a pu avoir la même mise totale de la Guinée-Bissau qu'en 1936. Tout ce temps, il y avait des guerres, des rébellions de tous les groupes ethniques qui composent ce petit pays. C'est un pays qui est habitué à la résistance. Et quand on a placé à leur tête des Cap-Verdiens, et puis ils le voyaient très mal, et Sékou Touré viendra derrière exploiter ces dissensions. Et la raison pour laquelle on les a placés, parce que les Cap-Verdiens avaient plus d'accès à l'éducation que les gens du continent. C'était la seule raison, et le Portugal l'a fait exprès pour pouvoir les diviser. Et ils ont réussi, par ce biais, à faire liquider Cabral et par la bénédiction de Sékou Touré. Quant à la piste de la complicité de Sékou Touré, comme je l'ai dit, le PAIGC est arrivé en Guinée en 1960, mais il y a un background énorme de conflits avec le PAIGC. L'un des plus intéressants de ces épisodes fut en 1963, quand le PAIGC avait pu avoir des armes, mais Sékou Touré les avait mis en embargo. Il ne voulait pas les livrer. Eh bien, le PAIGC est resté longtemps, pendant 3 ans, en cherchant à déclencher des actions militaires dans leur pays. Leurs armes étaient détenues par Sékou Touré. Et en 1963, ils arrivent à acquérir des armes par le roi du Maroc de l'époque. Les armes arrivèrent clandestinement à Conakry. On les a mis dans des cartons en disant que c'était des sardines. Et bien, quelqu'un le découvrira à la douane. Sékou Touré va arrêter en 1963 tout le leadership du PAIGC, excepté Cabral qui était absent. Les Vieira, les Luis Cabral, les Vasco de Cabral, tous seront arrêtés et emprisonnés au camp de la Camaïenne pendant des mois. Les combattants qui étaient sur le terrain et qui s'attendaient à ces armes leur soient acheminées, eh bien, ils ne se sont pas découragés. C'est ainsi que le 23 janvier, bien que le leadership soit en prison, eh bien, les combattants internes se sont entendus pour attaquer une base militaire, la base militaire de Tité, qui fut le déclenchement de la guerre. En bypassant Sékou Touré, Luis Cabral a bien expliqué, ils l'ont fait exprès pour montrer à Sékou Touré que ce n'est pas son embargo ou l'emprisonnement de leur cadre qui va les arrêter. Ça, c'était en 1963, 3 ans après qu'ils les aient accueillis, et qu'ils en aient fait un pédestal sur lequel bâtir son image d'anticolonialiste ou de révolutionnaire africain. C'est à ce moment, voyant que les autres ne se laissaient pas compter, eh bien, il a rendu les armes et après aussi, il a cherché à récupérer, bien entendu, la lutte du PAIGC, qui connaissait très bien que Sékou Touré c'était un démagogue. Pendant les 10 années qui vont suivre, eh bien, les bruits étaient constants. Bon, on peut citer beaucoup d'exemples, beaucoup de personnes peuvent venir. L'auteur ne s'est pas étendu là-dessus, mais nous qui avons vécu en Guinée, on connaît tout ce qu'on racontait à l'époque, y compris des trafics d'armes avec les fonctionnaires avec les dignitaires du PDG, des trafics de denrées, toutes sortes de magouilles qui étaient entretenus par la famille de Sékou Touré, principalement avec certains éléments véreux du PAIGC, et qui ont introduit petit à petit la division en créant des tensions ethniques, sur la base ethnique, comme ils l'ont toujours fait. Chaque fois pour masquer leurs méfaits, eh bien, le fait que vous êtes des Noirs ou vous êtes des Mandingos était la façon la plus commode pour masquer leurs propres crimes et lui donner un appel. Donc, un autre point sur lequel on va insister, sur lequel l'auteur n'a pas insisté, c'est la complicité de Sékou Touré pour faire libérer les 26 prisonniers que le PAIGC détenait en Guinée. Rappelons que ce n'étaient pas des prisonniers guinéens, c'était des prisonniers du PAIGC.
Sékou les a fait libérer et toutes les indications concourent que c'est ce qui a achevé sa brouille finale avec Cabral quand il est revenu en Guinée de la Bulgarie. Déjà, Cabral, le PAIGC utilisait beaucoup les prisonniers de guerre portugais qu'il attrapait comme activité, comme pression diplomatique. Déjà en 1968, le Sénégal avait accueilli le PAIGC, lui a donné des bureaux à rue Félix Faure à Dakar. En mars de cette année, en 1970, le PAIGC convoque toute la presse qui était représentée au Sénégal et remet à la Croix-Rouge 3 prisonniers portugais qu'il détenait. Cette nouvelle de geste humanitaire, alors qu'on qualifiait le PAIGC de communiste, de terroriste et tout le reste, eh bien ça a totalement changé la perception que les gens avaient du PAIGC. Et en décembre de cette même année, en 1960, 3 autres prisonniers seront libérés. Et même la France, qui était très mitigée à l'époque, consacra tout un dossier à la libération et le prestige de Cabral en grandit. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Ils avaient 26 prisonniers en Guinée. C'était une monnaie d'échange qui était très très précieuse pour le PAIGC. Surtout que Spinola, avant 1970, avait totalement engagé une action militaire d'envergure pour faire perdre le PAIGC dans la guerre. Donc ces militaires, ces 26 militaires qu'il détenait, étaient un point d'appui extrêmement important pour une monnaie d'échange extrêmement importante pour le PAIGC. Et c'est là que Sékou Touré va commencer à les trahir, en libérant ces 26 prisonniers par l'assentiment de bandes qu'il avait cultivées à l'intérieur du PAIGC, comme on le verra plus loin. Eh bien, comme la guerre continue, 1970, comme on l'a vu, le Portugal essuie beaucoup de critiques diplomatiques. Même les pays occidentaux qui soutenaient un peu le Portugal pour des raisons anticommunistes, eh bien, commencent à soutenir le PAIGC. Les pays nordiques offrent non pas des armes, mais de l'aide humanitaire. Ils envoient des médecins, ils envoient des médicaments pour aider le PAIGC. Et le PAIGC commence à gagner du terrain. Il occupe environ les 2/3 du territoire portugais dans lequel il s'établit. Spinola, voyant que tout cela était en train de tenir place, eh bien, il comprit que la guerre, il ne pouvait plus y avoir qu'une solution négociée. Mais Sékou Touré avait déjà planté un couteau dans ce jeu parce qu'il voyait le prestige de Cabral monter. Et il avait libéré les prisonniers. Cabral a renforcé ses relations avec les pays environnants du Sénégal. Et rappelons, avec toute cette propagande qu'on fait en disant que c'est la Guinée qui a aidé la Guinée-Bissau à se libérer, c'est archi faux. Tous les autres pays, tous les pays progressistes du monde, tout le bloc soviétique soutenait le PAIGC. Au contraire, comme c'était connu à l'époque en Guinée, c'était des dignitaires du PDG qui profitaient en créant des dissensions à l'intérieur du PAIGC, en volant des denrées alimentaires, en cherchant à faire des trafics d'armes, qui profitaient du PAIGC. Donc, et rappelons que le soutien de toute l'Afrique indépendante était obligatoire au mouvement de libération des colonies portugaises. Le Sénégal a accueilli à bras ouverts le PAIGC, comme on l'a dit, lui a offert des bureaux et c'était leur centre de propagande parce que la Guinée étant fermée, c'est là que le PAIGC pouvait avoir des contacts avec des journalistes, on a un accès beaucoup plus facile. Sékou Touré verra ça de très très mauvais œil. La montée du prestige, le fait qu'il ne contrôlait plus le PAIGC et un autre aspect qui fait partie des présomptions du discours, de la mort, de l'assassinat de Cabral par Sékou Touré, le fait que le PAIGC a aussi, en 1970, sauvé le régime de Sékou Touré. Parce que, comme le commandant Tcherno l'a expliqué, l'armée guinéenne était réduite à rien. Sékou Touré avait réduit l'armée guinéenne à sa plus simple expression par peur de coup d'État. Quand les débarquants sont venus, Sékou Touré, s'imaginant pas qu'il y avait des Guinéens et croyant avoir passé un marché malhonnête avec Spinola, eh bien, il s'est retrouvé à nu, il s'est mis à crier, à demander le secours de l'ONU. On sait que c'est grâce aux troupes du PAIGC, ce sont elles ceux qui ont résisté. L'armée guinéenne était là, rien, démantelée et incapable de faire quoi que ce soit.
Cela, ajouté au fait que Sékou Touré savait qu'il a trahi Cabral, il ne pouvait pas l'épargner. Et Cabral le savait, il avait déjà clairement, il avait une prémonition voyant toutes les difficultés qu'il avait avec Sékou Touré. Et en 1900, l'auteur relate qu'en 1972, il a fait une escale en Suisse. Il a rencontré son ancienne femme qui était une Portugaise blanche. Ils se sont séparés, après il a épousé une Capverdienne. Il l'a rencontré en Suisse et il lui a dit qu'il avait des problèmes avec Conakry. C'est cette femme qui a confié ça aux journalistes, en lui expliquant que Cabral ne se sentait absolument pas à l'aise avec le régime, la tournure que prenaient les événements en Guinée, après la cabale de 1970 par laquelle Sékou Touré a planté un couteau sur le dos, et la hantise que Sékou Touré avait de vouloir contrôler le PAIGC, voyant qu'il ne pouvait pas le contrôler, eh bien, il allait infiltrer des gens auxquels qu'il va pousser à accomplir la sale besogne d'assassiner Cabral. Et la phrase, elle est très simple. Il dit qu'il avait des problèmes avec Conakry. S'il avait des problèmes avec des gens à lui, il aurait dit j'avais des problèmes à Conakry. Mais dire des problèmes avec Conakry, ça indique clairement que c'est avec le régime de Conakry. Donc la phrase, elle est extrêmement importante, qu'il faut bien l'entendre dans la façon, dans ce qu'elle veut absolument dire. Ainsi, Cabral savait, et puis les gens commençaient, il y avait beaucoup d'assassinats, on disait tous que le Portugal voulait se débarrasser de lui, mais comme Spinola l'a totalement désavoué en disant qu'en 1970, après 70, il voulait garder Cabral comme interlocuteur parce que c'était un homme qu'il respectait. Ils avaient même engagé des négociations secrètes par le canal de Senghor. Caetano s'y opposait, mais il a fait capoter les négociations. Donc Cabral voyait que l'atmosphère à Conakry était en train de se serrer, a multiplié son assise. Il a même pensé vouloir transférer totalement le PAIGC au Sénégal. Mais cela n'aura pas lieu. Le 20 janvier, il sera assassiné. Il était invité à l'ambassade de la Pologne. Et libère sa garde privée. Il dit à sa femme, quand sa femme voulut prendre un revolver parce qu'il y avait ce bruit qui courait tout le temps qu'on allait attenter à sa vie, il la gronda. Eh bien, ils vont à l'ambassade de Pologne, en ville, au retour. Ils arrivent chez eux à la minière, et ils se font éblouir par des phares, et ils descendent. Eh bien, c'était des militaires du PAIGC qui s'emparent de lui et essaient de l'attacher. Il dit, je refuse qu'on m'attache. Il lui tire une balle sur le foie, ensuite il tombe, et quand il a commencé à résister, ils lui ont tiré une balle dans la tête, il est mort sur le champ. Et un autre groupe aussitôt a fait arrêter le leadership qui était à Conakry, et un troisième groupe a libéré les prisonniers que le PAIGC détenait, qui étaient des prisonniers de guerre soupçonnés de trahison ou de malfaisance. Eh bien, là commence réellement la saga d'analyse intelligente qu'on doit mener pour montrer que Sékou Touré était derrière cette théorie. Eh bien, quand le groupe a mis tous les dirigeants en prison, ils sont allés rendre visite à Sékou Touré. Et l'ambassadeur de Cuba, qui suivait un peu ce qui se passait, qui avait appris l'assassinat de Cabral, téléphone à Sékou Touré. Sékou Touré lui dit qu'il est au courant, déjà. Et petit matin, il reçoit les révoltés au palais. Et ils sont convaincus que, ceux qui ont tué Cabral, ils sont convaincus que Sékou Touré va ratifier leur coup et les proclamer comme leader du PAIGC. Sékou les écoute pendant un bon moment, il ne dit rien. Il attend, lors de la discussion, il commence, entre-temps il était en train de préparer l'armée guinéenne, il paraît, pour venir les arrêter et venir assiéger tout le camp du PAIGC, arrêter tout le personnel du PAIGC. Donc il est venu, il a fait arrêter les gens qui sont venus le rendre compte, et il a ordonné à l'armée, il avait bien préparé son coup, comme on le verra, d'aller prendre tous les militaires du PAIGC et de les emprisonner. Ils ont rempli toutes les prisons. On a mis à la Camaïenne, au camp Alfaya et en ville. Et ensuite, un groupe avait intercepté, arrêté Aristide Pereira et voulait l'amener en Guinée-Bissau. Eh bien, il ordonne, on sait que les soviétiques avaient une base militaire, une base marine à Conakry, il ordonne aux vedettes soviétiques,
stationnés à Conakry d'intercepter le bateau. Et ce qu'ils font, ils ramènent Aristide. Et à partir de ce moment-là, les arrestations se multiplient. Et on fait toutes sortes d'arrestations. On ne fait pas du tout dans le détail. Donc, comme je l'ai dit, ils arrêtent tout le personnel du PAIGC. Tout le leadership est arrêté. Et en plus, ils créent une commission internationale d'où ils excluent tout le PAIGC. Heureusement que dans cette commission, il y avait des représentants de 7 pays en Guinée, dont le Zaïre et l'Algérie, ainsi que le représentant de Frélimo qui était à Conakry. Donc, c'est ce qui a permis à ce groupe, mais Sékou Touré n'attend pas du tout les conclusions. Dès le surlendemain, il fait un discours à la radio, eh bien, il dit que ce sont des gens qui ont été armés par le Portugal, qui ont liquidé Cabral et se livrent à toutes sortes de gloire, parce que le gars est mort, bien entendu. Eh bien, il dit que c'est la main de l'impérialisme, du colonialisme portugais. Bon, cette thèse était la plus facile à prendre en compte, en considération, bien entendu. Et, comme je l'ai dit, les interrogatoires, ils interrogent tous les gens du PAIGC en français et ils amènent des traducteurs. Et un aspect extrêmement intéressant, l'un de ces traducteurs, du nom de Bacha, qui est surnommé Bacha, eh bien, c'est un affidé de Siaka. C'est Siaka qui en a fait un agent à l'intérieur du PAIGC. Il le dira plus tard. Donc, le leadership qui était à l'extérieur arrive à Conakry, mais dès leur arrivée, même les gens qui étaient à l'extérieur, Sékou Touré dit que tout le monde doit être soupçonné dans l'assassinat de Cabral, comme il le faisait, pour qu'il y ait une psychose. Même le leadership qui était à l'extérieur, y compris le frère de Cabral, Luis Cabral, ils arrivent, on les arrête, on les met sous résidence surveillée. Ensuite, la commission internationale qui était là, les diplomates, ils disent quand même, il faut relâcher un peu l'atmosphère. Ils font libérer les leaderships extérieurs, mais les autres restent en prison. Et ensuite, ils demandent à Sékou Touré. Sékou Touré avait fini de planter l'idée que, eh bien, c'est le Portugal qui a fait le coup. Il s'était rendu compte que cette thèse avait été prise en compte par tout le monde, à part peut-être certains agents de services secrets qui connaissaient mieux. Il lâche de l'Est, il dit, bon, maintenant la direction du PAIGC peut récupérer les enquêtes. Et ensuite, il leur dit, ils produisent un rapport qu'ils ne leur donnent pas. Ils disent qu'il y avait 400 combattants guinéens de la Guinée-Bissau, pas les Cap-Verdiens, qui étaient au courant de la préparation de l'attentat. Comment 400 personnes peuvent être au courant de la préparation d'un attentat? Tout ça, c'était pour accréditer, pour faire montrer que c'est à l'intérieur du PAIGC, comme il le dira plus tard, eh bien qu'il y avait des dissensions, que Cabral n'avait pas pu unir son parti, il y avait des querelles ethniques, il y avait des querelles de racisme, comme il le dira. Et quand il fera d'ailleurs un autre discours quelques semaines plus tard, il dira qu'il y avait du racisme à l'intérieur du PAIGC. Et il critique Cabral. Bon, tout ça, c'est pour éliminer toute suspicion sur sa personne. Ensuite, le PAIGC reprend les enquêtes, et bien qu'il y avait des dissensions, il y avait des suspicions qui ont été plantées, il y avait, rappelons que c'était la guerre, donc il n'y a pas de cadeau, il y a plein de règlements de compte. On arrête les premiers coupables qui ont avoué, on les amène escortés par l'armée guinéenne et l'armée, ceux qui avaient été déclarés innocents de l'armée de l'PAIGC, vers les frontières, et puis on va les exécuter en Guinée-Bissau. Ensuite, mais les bruits commencent à courir. Nous, on était jeunes à l'époque, tout le monde savait, tout le monde a dit que Sékou Touré a trempé dans le coup. Et nous, en tant que gamins à l'époque, on a dit, bon, si quelqu'un fait un crime et qu'il vient t'informer du crime, c'est qu'il sait que tu es d'accord avec le crime. S'il sait qu'il a tué un de tes amis, eh bien, il ne va pas te le dire, il va se cacher. Donc, les gens-là qui ont tué Cabral savaient que Sékou Touré n'aimait pas Cabral. Nous, c'était notre raisonnement. Et l'histoire et toutes les présomptions
qui ont été bien soulevés dans le livre. J'en ai retenu environ une vingtaine. Je vais les parcourir rapidement pour ne pas fatiguer l'auditoire. Eh bien, toutes ces présomptions-là se sont vérifiées. Notre raisonnement d'enfants, de lycéens de l'époque montre clairement que Sékou Touré a trempé dans ce coup. Non seulement il y avait l'antécédent dont j'ai parlé, dont j'ai relaté quelques épisodes, et ensuite, en 1962, à Khartoum, il y a des Guinéens qui arrivent dire qu'ils vont proposer que l'OUA propose que les pays africains, l'OUA n'était pas né encore, les pays africains proposent qu'on expulse le Portugal de l'ONU. Cabral a dit non, pourquoi les expulser? On finira par négocier avec eux. Le même fonctionnaire retourne à Conakry, rencontre à Sékou Touré et dit que Cabral a pris la défense des colonialistes. Sékou Touré en discute avec Cabral. Cabral lui rit au nez. Ensuite, il y a Fidelis Almada qui était chargé après de coordonner les enquêtes qu'on a confiées au PAIGC. Par hasard, il a vu donc on ne pouvait pas nier le fait que les assassins de Cabral allaient rendre visite. Parce qu'il s'est rendu à la présidence, il les a vus là-bas. Il y a un autre leader du PAIGC du nom de Umberto Carozzo qui considère que le comportement, qui a déclaré à l'auteur que le comportement de Sékou Touré était ambigu et en contradiction pendant les premières heures. Le journaliste de Jeune Afrique du nom de Paul Bernetel, je ne sais pas s'il vit toujours, a écrit à l'époque, je me rappelle avoir lu ce Jeune Afrique, bien que ce soit interdit, comment comprendre que les assassins se présentent délibérément après le crime chez le président guinéen. La seule explication plausible ne serait-elle pas qu'ils avaient une certaine garantie? De qui? La question mérite d'être posée. Une autre personne du nom de Manuel Alegre, très très proche de Cabral, un intellectuel de très haut niveau du PAIGC, et a discuté avec l'ambassadeur d'Algérie du nom de Zitouni, qui était très, très lié à Cabral. Cet ambassadeur avait d'ailleurs participé. Le jour où ils ont tué Cabral, eh bien, il avait participé à faire arrêter les assaillants, parce que c'était un ancien combattant du Front de libération de l'Algérie, du nom de Zitouni. Il a discuté avec Manuel Alegre qui lui a dit que comment ça se fait que Sékou Touré n'a pas engagé des aspects répressifs très tôt. Il a attendu le matin, il était en train de préparer l'arrestation des comploteurs qu'il a trahis parce qu'ils avaient effectivement passé un marché. Et 2 mois avant sa mort, Cabral a rencontré Mitterrand qui était de passage à Paris, à Conakry. Mitterrand était avec Roland Dumas. Rappelons que Roland Dumas deviendra ministre des Affaires étrangères quand Mitterrand sera au pouvoir. Il dit, Roland Dumas et Mitterrand demandent à Cabral comment ça se fait que c'est le PAIGC qui assure la sécurité de Sékou Touré. Cabral lui a dit que ça lui prépare. Mais Sékou Touré avait pris des agents du PAIGC pour assurer sa garde, parce qu'il n'avait pas confiance à l'armée guinéenne. Donc, ça crée déjà des suspicions de conflit. Eh bien, d'autres personnes ont indiqué qu'il y avait 2 officiers guinéens qui étaient en train de mobiliser les assassins. Ils n'ont jamais pu avoir les noms. Et ces 2 officiers qui étaient mandatés par le secteur, ça c'est des bruits qui couraient déjà à l'époque, dès après l'arrestation. Ça c'est Fidelis Almada qui était chargé d'organiser l'enquête du PAIGC qui a rapporté ça à l'auteur, au journaliste. Maintenant, le Bacha, le traducteur dont on avait parlé tout à l'heure, son nom vrai nom c'est Alcide Evora. Il a été recruté par Siaka. Il paraît qu'il était entiché d'une jeune malinquée et qu'il cherchait à ce que Siaka l'aide à l'épouser. Mais lui, il a dit carrément, en déclarant aux journalistes, il a dit, l'engagement du leader guinéen ne fait aucun doute. L'engagement qu'il a dit, c'est la complicité. Il rappelle les aveux de 2 conjurés qu'il avait interrogés, parce que c'est lui qui faisait la traduction. Les 2 conjurés qui étaient accusés de l'assassinat de Cabral. Ces conjurés lui ont dit que Sékou avait préparé la table pour un repas qui serait servi à plus de 40 personnes, donc aux conspirateurs dans la soirée du 20 janvier. Ce même Bacha accuse les sbires d'avoir maltraité les prisonniers du PAIGC, les sbires guinéens. Et à un certain moment donné, un des assassins,
de Cabral a dit que certains hauts responsables du gouvernement guinéen étaient au courant du complot. Le commissaire qui dirigeait les travaux a essayé de donner le change. Ah, tu dis des mensonges. On va à la cabine rafraîchir ta mémoire. Ils l'ont conduit dans la pièce appelée cabine où étaient infligées des tortures, y compris des chocs électriques, ce à quoi je n'ai pas assisté. À la sortie de la pièce, les déclarations n'étaient plus les mêmes. Donc ça, c'est une déclaration verbatim de ce traducteur qui a été recruté par Siaka Touré. Et l'un des chefs de file de la conspiration du nom d'Aristide Barbosa a dit à Luis Cabral que dans sa confession, il a dit que des éléments de l'administration guinéenne étaient présents à plusieurs réunions pendant lesquelles ils ont préparé le complot de l'assassinat. Et la veuve de Cabral, elle exclut que Sékou Touré ait participé. Par contre, elle admet l'hypothèse de connivence avec d'autres personnalités et elle n'a pas voulu donner de nom. Ensuite, d'autres personnes disent Salvina de Luza, qui était un autre haut cadre du PAIGC, ne condamne pas Sékou Touré, mais il apporte une voix nouvelle pour comprendre l'affaire. Comme on le sait, il était manding, il a une certaine inscription parmi les mandings du PAIGC. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc, Sékou Touré avait bien, comme je l'ai souligné au début, avait bien mis des divisions ethniques à l'intérieur du PAIGC pour pouvoir le diviser parce qu'il n'arrivait pas à le contrôler. Et nous, Guinéens, nous savons ça, nous Peuls en particulier. Un autre témoignage est celui du capitaine Kouyaté qui fut arrêté en 1976 avec les Téli. Ce témoignage a été rapporté par Alassane Diop, ancien ministre de Sékou Touré, quand il fut libéré grâce à l'intervention de Senghor. Eh bien, le capitaine Kouyaté a dit à Alassane Diop que c'est lui qui a tué Cabral. Il dit, je sais que je vais mourir, que je dois mourir quand j'ai tué Cabral sur l'ordre du chef de l'État. Un autre officier qui occupait la cellule 49 de la prison a aussi confié à ceux qu'il avait assisté à l'assassinat de Cabral. Donc voilà des témoignages directs du cadre guinéen, militaire guinéen, qui disent avoir tué Cabral. Donc la thèse officielle, la thèse qu'on a voulu accréditer de dire que Cabral eh bien, a été assassiné par des éléments du PAIGC, seulement c'est faux. Au contraire, c'est un complot, un vaste complot, et sur lequel il faut rappeler que Sékou Touré lui-même a dit que 400 personnes guinéens, pas capverdiens du PAIGC qui étaient à Conakry étaient au courant du projet d'assassinat. Donc c'est un vaste complot encouragé et toléré par Sékou Touré. Parce que si ça le visait lui-même, on sait ce qu'il aurait fait. Ensuite, il y a un autre témoignage d'un certain Gabriel Cissé qui était considéré comme un ancien chef de service secret de la Guinée qui a fui et qui est allé à Bissau. Et lui, il dit que pendant des années, il s'est interrogé sur la façon Sékou Touré a phagocyté les enquêtes. Et la raison pour laquelle c'est qu'il en était l'inspirateur. Et il dit qu'il est étrange que les autorités guinéennes refusent de donner les éléments recueillis par la Commission internationale d'enquête. Aristide Pereira dira qu'il n'a jamais pu les avoir. Il a demandé à Sékou Touré a dit demander de Moussa Diakité en l'appelant. Mais Fidelis Armada, qui était le responsable, a dit qu'il a avoir reçu certains éléments de l'enquête. Et là, c'est intéressant. Il dit sauf quelques dossiers. Il a demandé à Siaka. Siaka lui a dit, il m'a dit que vu leur nature, il ne pouvait pas me le remettre sur certains dossiers. C'est mieux comme ça, parce que sinon, cela nous causera bien de tort. Ça, c'est Siaka Touré qui est en train de dire à Fidelis Almada, qui était en charge de coordonner les enquêtes du PAIGC, qu'il y avait des éléments qu'il ne voulait pas lui remettre parce que ça leur causera de tort. Alors réfléchissons. Réfléchissons à cette dernière phrase. Donc, où sont les dossiers, où est la vérité? On peut la deviner, même si on ne la touche pas. À cela, j'ajouterai pour terminer rapidement quels seraient les motifs. Parce que s'il y a crime, il y a toujours un motif. Pour Fidelis, eh bien, il y avait le rêve impérialiste de Sékou Touré. On se rappelle quand on était jeune que Sékou Touré disait qu'il allait s'unir avec la Guinée-Bissau. Il disait que les frontières de la Guinée-Bissau, c'est à Conakry et les frontières de la Guinée, c'est à Bissau, dans une phraséologie bidon.
Ensuite, il voyait d'un très mauvais œil que le Sénégal, Senghor, et en particulier, ait des rapports extrêmement serrés avec le PAIGC. Aristide Pereira dit qu'il connaît la vérité, la férocité du régime de Sékou Touré. Et il rappelle le sort de Nkrumah, qui fut un autre hôte de Sékou Touré, et que Sékou Touré va tuer virtuellement en l'isolant, en lui interdisant de sortir de la Guinée. Il fallait qu'il fasse une grève de la faim pour avoir un minimum de mouvement. Eh bien, quand il sera malade, Sékou Touré va l'expédier dans les pays de l'Est où il mourra, après l'avoir accueilli en héros, en coprésident, en promettant de le libérer. Non, ce n'est pas spécifique à Cabral. Sékou Touré ne pouvait pas tolérer toute personne brillante. Et l'un des cadres du PAIGC dit il ressentait l'étoile montante que fut Cabral. Tout cela pèse au point d'être difficilement supportable pour l'esprit, sévèrement déséquilibré, profondément malade et terriblement envieux de Sékou Touré. Ça, c'est un cadre du PAIGC qui dit ça. Et un autre, Manuel Allegre, dont j'ai parlé, qui a fait un discours très émouvant lors des obsèques de Cabral. Et Sékou Touré voulait savoir qui a fait ce discours, parce que Manuel Allegre n'était pas à Conakry, il était en Algérie. Et Sékou Touré le fait chercher. Et voilà la conversation que Manuel rapporte avec Sékou Touré. J'ai eu une longue discussion avec lui pendant 2 heures environ. J'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un mégalomane, certainement intelligent et bien renseigné, mais mentalement perturbé. Il se considérait le grand idéologue et théoricien de la révolution africaine. Amilcar Cabral lui faisait de l'ombre dans la mesure où il avait une grande audience. Dans les forums internationaux, Amilcar était une étoile, et trop souvent l'étoile principale. Et cela créa des problèmes relativement à la tentative d'hégémonie politique et idéologique de Sékou Touré. Voilà, ça c'est un étranger qui vivait en Algérie après avoir rencontré Sékou Touré qui dit ça. Nous, ça ne nous effraie, ça ne nous étonne pas. Donc, à part 2 personnes, comme je l'ai indiqué, Sékou Touré aussi avait peur d'avoir une armée aussi vaillante que celle du PAIGC en Guinée. Il avait déjà détruit l'armée guinéenne. Donc, comme sa paranoïa était sans limite, eh bien, Fernando Bahinga, qui est notre cadre du PDC, renchérit. C'est cette affaire qui a donné la combativité du PAIGC, c'est cette affaire qui a donné à Sékou la notion exacte du danger qu'il courait en ayant chez lui une armée qu'il ne contrôlait pas, ou bien, si l'on veut, un État dans l'État. Et on sait que Sékou Touré a fait énormément de tentatives d'ingérence dans les affaires du PAIGC. J'ai relaté la critique ouverte qu'il a fait du racisme à l'intérieur du PAIGC. Et ensuite, il va monter des intrigues en donnant une lettre à Kabassan, qui était ministre avocat, pour dire que Nino Viora était en train de comploter avec Luis Cabral. Mais les deux, quand ils se rencontrent, eh bien, ils lisent la lettre, ils se demandent à quoi Sékou Touré est en train de jouer. Et ensuite, Sékou Touré était très mécontent des bruits quand les négociations ont commencé après la mort de Cabral. Là, le Portugal a compris qu'il n'avait pas d'autre jeu à jouer que celui de la négociation. Ces négociations commencèrent à Dakar. Sékou Touré était ulcéré. Son pays était fermé, les gens n'allaient pas s'aventurer là-bas. Eh bien, les négociations ont commencé à Dakar. Sékou Touré se met à crier. Il appelle Aristide Pereira, il lui dit l'indépendance, ça s'arrache. C'est Sékou Touré qui dit ça, lui qui a ramassé l'indépendance avec un discours après avoir couché avec le gouverneur des colonies de l'Afrique de l'Ouest. Il se permet de donner des leçons d'intransigeance au PAIGC. Eh bien, ensuite, il se permet de dire c'est nous qui avons supporté tout le poids de la lutte, et puis le PAIGC va négocier avec Senghor. Eh bien, pour terminer totalement, il y a là les jugements de quelques leaders du PAIGC. Dans le PAIGC, seuls 2 membres du PAIGC sont opposés à la thèse de la complicité de Sékou Touré, et ces gens-là sont Pedro Pires et Victor Saoudé Mari. Les autres ont des jugements mitigés ou définitifs. Que ce soit Manekas de Santo, Corsonto Leuno, Aristide Pereira, tous, et même la femme de Cabral, Anna Maria Cabral, tous considèrent que Sékou Touré a joué un certain rôle. Et pour Silvio Deleuze, qui a assisté à plusieurs discussions, il écrit
tous ces gens sont convaincus que la mort d'Amilcar Cabral dépassait les frontières de la Guinée-Bissau et qu'elle a probablement servi les intérêts de Sékou Touré qui l'auraient incité plutôt que ceux du Portugal. Senghor, deux personnes rapportent des entretiens qu'ils ont eu avec Senghor à Paris. Eh bien, Senghor, ils ont pris des notes et Senghor a dit qu'il a les preuves que la mort de Cabral a été incitée par Sékou Touré. Enfin, Mario Soares, qui était un farouche opposant de Salazar et de Caetano, ainsi que de Spinola. C'est lui qui a pardonné Spinola quand Spinola a été chassé du Portugal, fui du Portugal après une tentative de coup d'État, de contre-coup d'État. Il l'a ramené, il l'a pardonné, il l'a ramené en 86. Il dit que pendant toutes les discussions derrière, à propos de l'assassinat, eh bien, il ne s'est jamais agi du Portugal. Il a dit, verbatim, dans cette zone géographique, il y avait un mauvais génie, Sékou Touré. Donc voilà ce que j'ai voulu présenter succinctement. Je sais que j'ai pris énormément de temps, mais nous parlons d'un livre de 400 pages dont je recommande la lecture. Et je rappelle à tous nos auditeurs que nous ferons la version en poulard dans quelques jours. Je vous remercie. Alors, merci Bachir pour cette présentation-là. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. D'accord, merci beaucoup. Franchement, c'est regrettable de voir qu'un combattant pour la liberté, un vrai combattant, pas un opportuniste comme Amilcar Cabral, a été assassiné par ce tyran. Parce que moi, personnellement, je pense que l'assassinat de Cabral est lié à l'affaire du 22 novembre 1970. Ce qui est clair, c'est que Cabral était extrêmement mécontent du comportement de Sékou Touré parce qu'il avait fait transférer les prisonniers portugais détenus par le PAIGC de Mamo à Conakry quelques jours avant l'attaque des Portugais, et ce qui a permis leur libération. Et nous savons d'ailleurs par les témoignages que les prisonniers blancs portugais avaient été récupérés par Sékou Touré et amenés à l'hôpital d'Onka. Et que c'est là-bas que le commando portugais allait les chercher. Donc, comment est-ce que le commando portugais a su que les prisonniers blancs du PAIGC n'étaient pas au camp du PAIGC, mais étaient dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka? Et nous avons le témoignage du livre de Mme Marega qui dit que ce jour, elle a vu le commando portugais passer devant sa porte entre sa maison à elle et la maison du docteur Ba pour aller chercher les prisonniers portugais. Donc, cette complicité-là a fait que Cabral était extrêmement furieux contre Sékou Touré et qu'il planifiait d'ailleurs de déménager le quartier général du PAIGC de la Guinée au Sénégal, parce qu'il avait perdu toute confiance en Sékou Touré. Et je suis sûr que Sékou Touré ne voulait pas du tout que Cabral quitte la Guinée et que le PAIGC quitte la Guinée, parce qu'il sait que tôt ou tard, Cabral allait exposer sa forfaiture. Donc, je pense que cet assassinat-là est venu de là. Et c'est certain, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont dit que le capitaine Kouyaté et un autre officier guinéen étaient là quand on a assassiné Cabral. Et d'ailleurs que c'est eux qui ont tué ce Cabral. Et donc, il va de soi que d'ailleurs le capitaine lui-même, Sékou Touré a profité du complot Peul là pour le faire arrêter, le faire disparaître. Les deux ont disparu, ont été assassinés par Sékou Touré par la suite, arrêtés et assassinés par Sékou Touré. Donc il n'a pas laissé de traces. Et comme c'était un monsieur qui était sans état d'âme, il a fait disparaître tous ceux qui étaient des complices, et ses complices dans cette affaire. Et le fait de recevoir les assassins de Cabral tout juste après le coup, quand même, témoigne de ça. Sinon, comment ces gens-là allaient oser aller directement au palais présidentiel et rencontrer Sékou Touré pour lui expliquer que c'est eux qui ont tué Cabral, un homme du calibre de Cabral.
Alors, ben, tout ça, c'est regrettable. Et dire aussi que 400 personnes étaient complices, ça, c'est des complots à la Guinée. Comment 400 personnes peuvent être complices d'un assassinat et que ça reste secret? Hein? Donc, tout ça, c'est ridicule. Et nous n'avons pas eu la chance. Sékou Touré était un criminel qui jouait un jeu double. Il était en complicité avec les Portugais, hein, pour venir faire attaquer son pays et faire attaquer le camp du PAIGC. Hein? Hein? Allô, c'est Barry. Faire assassiner les prisonniers des Guinéens, faire assassiner des Portugais, des soldats du PAIGC, et rendre les prisonniers et faciliter au Portugal de récupérer ces prisonniers. Ça, c'était quand même regrettable. Donc, il a trahi le PAIGC, il a trahi Cabral, et il a trahi le mouvement de libération de l'Afrique parce qu'il jouait un jeu double. Et n'oublions pas que la présence de la Guinée, du PAIGC en Guinée, n'était pas due à la volonté de Sékou Touré. C'était un mandat de l'OUA de l'époque, sous la direction de Diallo Telli, que tous les pays limitrophes des colonies portugaises en Afrique aident les mouvements de libération. Donc c'est pour cela que nous avions des bases militaires des mouvements de libération dans tous les pays limitrophes. Hein? Et pour la Guinée-Bissau, c'était le Sénégal et la Guinée. Hein? Pour le Mozambique, c'était la Tanzanie. Hein? Et pour l'Angola aussi, c'était les pays limitrophes de l'Angola, la Zambie, tous ces pays. Hein? Et dans tous ces pays, il y avait des mouvements de libération. Au Mozambique, c'était le Frélimo. Hein? Et en Angola, c'était l'UNITA, le FNLA et le MPLA. Hein? Donc, et en Guinée-Bissau, naturellement, le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert. Donc, c'était ça la situation de l'époque. Donc, la Guinée n'avait aucun mérite de dire que c'est elle qui a poussé pour l'indépendance de ces pays-là. Non, c'est pas vrai. Hein? Et ça, c'était un mandat de l'OIA, hein, sous la direction de Diallo Telli. Donc, lui, qui jouait le jeu double, hein, et qui a piégé le PAIGC, et comme tu l'as montré dans ton exposé, il ne voulait même pas rendre les armes, hein, au PAIGC pour que les gens commencent la guerre là-bas, de libération dans leur pays. Il a confisqué les armes et mis le leadership en prison. Hein, le leadership du PAIGC. Donc, comment ce monsieur-là peut prétendre qu'il était en train de les aider et qu'il voulait d'ailleurs qu'ils combattent le PAIGC? Non, il était au service des Portugais et d'autres puissances coloniales, ou puissances anciennes coloniales de l'Occident. C'était au service des gens-là, il jouait un jeu double. Et tout ça, c'est regrettable. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ça, sauf que le temps nous dira, et quand tous ces dossiers classés seront déclassés, je suis sûr que, déclassifiés, je suis sûr que la vérité sortira. Et le livre écrit par ce monsieur, le journaliste portugais, certainement ne s'est pas penché sur l'affaire du 22 novembre, ce qui est vraiment étonnant. Mais je pense que les autorités portugaises ont toujours gardé cet aspect de cette opération-là secret, et que c'est des secrets que le Portugal n'est pas prêt à livrer. Parce que cela veut dire que ça expose la duplicité de Sékou Touré et les coups fourrés de l'époque. Donc il y aura des dossiers qui seront classés toute la vie, parce qu'ils sont tellement secrets et sensibles que ces puissances ne veulent pas les déclassifier. Donc c'est ce que moi j'avais ajouté ici. Et je te remercie énormément pour les recherches. Le livre est très long. Mais il vient quand même ajouter sur ce qui s'est passé avec l'assassinat d'Amilcar Cabral. J'espère qu'un jour, les autorités de la Guinée-Bissau, hein, vont se pencher sur ce dossier et éclaircir leur population sur le sort de leur vrai héros, Amilcar Cabral, paix à son âme. Merci beaucoup.
Maintenant, je ne sais pas, monsieur Sankarela, s'il y a des auditeurs ou si vous voulez faire des commentaires, le panel de Radio Gandal. Monsieur Barry n'est pas là aujourd'hui, donc comme Bachir il l'a était là indiqué, tout à l'heure, mais il a perdu son grand frère, donc il ne peut pas venir aujourd'hui. Ah, ok. Je crois qu'il était là tout à l'heure. Et là, Ibrahim, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je crois avoir, disons, beaucoup de choses à rajouter. Bonsoir à la commission centrale de Total Mental et toutes nos condoléances de M. Barry. Et cette peine commune est que le Seigneur accorde le paradis aux défunts, parce que ce n'est pas un seul décès qu'il a enregistré en moins de 2 semaines. Et que Dieu nous pardonne, que Dieu leur pardonne aussi. Leur accorde le paradis. Et je vous remercie, c'est un sujet qui me tient à cœur, le sujet de Cabral. Et pour beaucoup de personnes, Cabral avait symbolisé le bonnet que les gens du FNDC arborent aujourd'hui en Guinée, ce qu'on appelle communément le LAFA. Et Cabral, c'était sa particularité. À telle enseigne que le LAFA était un peu interdit dans certaines zones. De peur que, pas qu'on dise que tu es du PAIGC ou que tu es un agent préféré du PAIGC, le long de la frontière. Alors, l'affaire Cabral me rappelle beaucoup de choses parce que j'avais déjà 20 ans et j'avais commencé à parler politique. J'étais aussi déjà en Côte d'Ivoire. Alors, la première personne qui m'a parlé de l'assassinat de Cabral, c'était un de mes professeurs d'histoire-géographie du lycée des techniques habitantes, M. Hubert Marzoret. Il me voit, il savait que M. Baké a assassiné Cabral. Je dis, depuis quand? Il est mort hier par assassinat, je dis, c'était possible. Effectivement. Alors, c'est ce même monsieur que j'ai retrouvé en 82 à Abidjan qui m'a dit que j'ai été le premier à lui dire que c'est Sékou qui a assassiné Cabral. Bon, bref. Mais en 82 aussi, monsieur Diané Charles, docteur Diané Charles, avait eu à écrire une lettre, une assez longue lettre à monsieur Mitterrand, qui était président de la République française et qui vient recevoir Sékou Touré. Là encore, il fait ressortir effectivement combien de fois Sékou était impliqué dans l'assassinat de Cabral. Il a parlé du lieutenant Kouyaté et beaucoup d'autres. Et ce serait un peu long. Maintenant, pour ce qui est de M. Senghor aussi, qui avait commencé à récupérer vraiment le côté diplomatique du PAIGC, du côté du Sénégal, après ce qui s'est passé en 70, le président Senghor n'a pas hésité d'abriter justement des rencontres secrètes entre le PAIGC et les autorités portugaises du temps. Et le président Senghor a beaucoup utilisé les services de M. Mario Soares, qui avait été nommé ministre des Affaires étrangères du Portugal après le coup d'État dont vous avez parlé, mais qui n'était pas beaucoup intéressé à la politique. Il ne s'affichait pas beaucoup. C'est ce qui a fait de lui ministre des Affaires étrangères et qui a initié les indépendances des colonies portugaises immédiatement après le départ de Caïtar. Bref, pour revenir encore à la mise en scène de Sékou Touré, lorsque M. Sékou Touré, comme pour faire son scénario, recevait les assassins de Cabral, et que l'ambassadeur de Cuba l'appelle et dit oui, je suis au courant, Aristide Pereira et d'autres combattants de Mme Cabral étaient déjà ligotés dans des vedettes bissau-guinéennes en direction de Bissau. Et tout ça s'est passé après 18 heures. Pourquoi 18 heures? Simplement parce que depuis les événements de 70, il était interdit à tout navire d'entrer ou de sortir du port de Conakry. C'était entièrement interdit, absolument interdit. Vous savez, la sortie, c'était devant le palais présidentiel. Alors, à l'époque, le ministre de la Défense, le jour de l'assassinat, le ministre de la Défense, c'était M. Toumani Sangaré. Et
je n'ai pas souvenance, je ne sais pas, qui était le chef d'état-major de la Marine nationale, mais ce que je sais et ce que je vais vous raconter vient de lui. C'est le directeur chargé des opérations, c'était le lieutenant Alioune Théapatra Diallo, qui est décédé en 92 comme chef d'état-major adjoint de la Marine nationale. Alors, c'est de ce monsieur que je tiens, ce que je veux vous narrer là. Que je l'ai dit, je dis, mais Cabral, comment ça s'est passé? Comment ils ont été arrêtés? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il me dit, 15 heures, il quitte son service, il a signé ce qu'il a signé, et puis, seule la Guinée-Bissau avait le droit, le PAIGC avait le droit de sortir du port de Conakry et d'entrer dans le port de Conakry après 18 heures. Mais même cela, il fallait des autorisations signées par le directeur des opérations, chargé des opérations. Alors, il a fait ça, il a quitté, il est allé à la maison. Il rentre chez lui vers 21h, on lui fait comprendre, 21h30, on lui fait comprendre que les gens sont venus le chercher et de partir à l'état-major immédiatement s'il arrive. Effectivement, de la belle, lui, il allait à l'état-major, au port autonome de Conakry. Là. Et il semble, il le dit toujours, dès qu'il est arrivé, Luis Toumani lui dit, où est-ce que c'était? Il dit, Calabral est assassiné. Il dit, les assassins ont pris des vedettes avec Aristide Pereira et Mme Cabral, ils ont pris la main. Il dit, parce qu'il faut les rattraper. Alors, il semble que le lieutenant Alioune a dit, ils ont des vedettes identiques aux nôtres. S'ils quittent avant nous, pour 2 heures de temps, il y aura toujours 2 heures, même si on fait tout en avant tout. Alors, le lieutenant Alioune s'est rappelé qu'il y avait, au nord de la Guinée, un navire soviétique qui était à la frontière de Guinée-Bissau et de Guinée-Conakry. Il a dit, j'arrive dans quelques minutes. Il va à la radio, il appelle Petit Moscou. Il leur demande l'autorisation de faire intervenir le navire soviétique. Petit Moscou dit qu'il faut l'aval de Moscou. En plus, ils ont rappelé 10 minutes après, ils disent que Moscou a donné son accord. Alors le lieutenant Alioune est entré en contact avec le navire russe qui mouillait au nord de la Guinée pour freiner, pour arrêter les deux vedettes du PAIGC qui étaient déjà partis en avant. Et comme c'est des gens qui sont habitués sur le terrain, ils n'étaient pas loin des côtes. Donc on pouvait, pour les radars, pour contrôler, confondre les vedettes aux petites îles ou à des rochers. Et c'est eux qui ont arrêté le navire qui, effectivement, a arrêté ces gens. Et lorsque la marine guinéenne est arrivée, on leur a remis, ils sont venus plutôt à la rencontre, on leur a remis les prisonniers, ils se sont retournés avec les vedettes. Les vedettes bissau-guinéennes sont revenues le surlendemain. Et ça, c'est pour ce qui est de l'arrestation des vedettes et mise en scène. Et je confirme de ce que M. Bastien a dit. Et maintenant, pour ce qui est de ce grand jury que Sékou Touré a organisé à les ambassades et autres, et le FRELIMO, effectivement, des gens, j'ai eu à rencontrer un Mozambicain à Ipad, qui me dit avoir connu la Guinée lorsqu'il y a eu l'accident de Cabral. J'ai rencontré ce monsieur, il m'a dit qu'il était venu pour un scénario, que c'était un problème interne du PAIGC, pas un problème de l'impérialisme. Alors je lui ai dit que je suis très content de savoir ça. Et j'ai eu à en parler avec d'autres. Mais l'implication de M. Senghor, là où il a raflé la vedette à Sékou Touré, justement, lorsqu'il y a eu ce coup d'État du Portugal, M. Senghor, qui était membre de l'OUA, qui n'avait pas de relation diplomatique directe avec le Portugal, et qui avait voté pour un embargo pour le Portugal et tout ça, M. Senghor était en France. Ou bien il était en route pour le Sénégal venant de Paris, mais il a fait une escale particulière, privée, dans son avion privé, la caravelle Flèche des Albanies, il a atterri à Lisbonne en 1974. Il n'est pas descendu de l'avion. Il semble que c'est M. Mario Soares et Despinola qui sont venus. Ils se sont entretenus dans l'avion, ils sont descendus, et c'était pour encourager que le Portugal engage
se sont entendus pour que le force spirituel commence les négociations pour les indépendances et que Senghor allait peser de tout son poids sur ce qu'on appelle le FLING. C'était un mouvement de libération, le Front de libération d'indépendance nationale de la Guinée, qui était basé au Sénégal. Et là encore, beaucoup de personnes savent comment Sékou Touré s'est fâché, comment les Russes ont compris cela aussi. Ils ont, avec cette affaire d'Obeka et du paiement des dettes, ils ont fait comprendre qu'effectivement, il y a des zones pétrolifères au niveau de la Guinée-Bissau. Et ils ont bien armé la Guinée-Bissau. Et ce qui a fait les conflits frontaliers lorsque Luis Cabral sont venus au pouvoir avec la Guinée. Mais c'est une grosse perte pour l'Afrique. Effectivement, il faudrait se pencher sur ça encore pour faire ressortir la vérité. Éclairer l'esprit des gens. Je vous remercie. C'est un sujet très sensible et très méconnu aujourd'hui. Et il faut qu'on en parle. Je vous remercie. Et bravo encore. Merci. Elhadji Sankarla, on sait que vous étiez à Conakry. On était à Conakry. Tout ce que vous avez dit est une réalité. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Seulement, ce qui reste vrai, c'est le garde-corps personnel de Sékou Touré qui a assassiné Cabral, Kouyaté. Il était à l'époque lieutenant, garde-corps de Sékou Touré. Et Sékou Touré a voulu l'éliminer parce qu'il était au courant de beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Quand Diallo Telli a été arrêté, et c'est en prison qu'il a lui-même dit à ceux qui étaient là qu'il regrette d'avoir tué Cabral. Mais Sékou ne voulait pas du tout de Cabral vers la fin parce que il lui faisait un ombrage dans la lutte de libération. Et notamment, pas seulement au niveau de la Guinée-Bissau, mais au niveau de l'Angola et du Mozambique. Il était devenu le conseiller de toutes les organisations militaires de libération. Tous les fronts de libération en Afrique, il en était devenu les conseillers. Et c'est ce que voulait rester Sékou Touré. Et comme vous l'avez dit, comme il a senti que Cabral allait déménager au Sénégal, ça lui aurait été fatal. C'est pour ça qu'il l'a éliminé. Et c'est Kouyaté qui a tiré sur lui. Ce ne sont pas les pauvres qu'on a arrêtés et qu'on a tués, malheureusement, sans qu'il n'ait rien dit. Ceux-ci ont fui parce qu'ils ont eu peur. Ils ont pris les vedettes pour fuir. Parce qu'ils ont vu comment on a tué Cabral. C'est ce qui les a fait fuir. Et on a dit après, non, c'est eux qui ont tué, qui se sont mis... Ils ont pris avec eux l'adjoint de Cabral pour l'éviter la mort. En fait, ce n'est pas parce qu'ils l'ont enlevé, sinon ils l'auraient tué aussi sur place. Exactement. Pereira. Donc, comme ils ont vu qu'ils ont tué Cabral, il fallait partir avec lui pour éviter qu'on le tue aussi. Alors, c'est comme ça. C'est ça la réalité. Et il ne faut même pas se leurrer, c'est Sékou qui a tué Cabral. Ce n'est pas une autre personne. Il a envoyé son garde-corps l'attendre et il était parti à une rencontre avec un ambassadeur, un de ses amis. Au retour, ils étaient dans le coin, ils ont tiré sur lui. Sans sommation, ni rien. Et donc les gens qu'on a arrêtés dans les vedettes en train de fuir avec Pereira, c'était pour éviter à Pereira le sort de Cabral. Mais après, ils ont expliqué non, que ce sont ces gens qui ont tué et qui ont pris Pereira pour l'amener. Non, non, non. C'est ça la vérité. C'est ce que je pouvais ajouter. Monsieur Barry était là tout à l'heure. Il voudrait savoir demain. L'émission sera sur
Tal Habib ou sur qui? Sur Tal Habib. En C'est français. Habib Tal. Comme sa fille sera à l'émission demain. Là qu'on a décidé de faire l'émission pour pas se libérer aujourd'hui, quoi. Donc, on a rejeté l'émission jusqu'au jeudi, quoi. Donc, c'est ça le truc. Mais il semble qu'il y a Je ne sais déjà à pas si vous Dakar avez et des ailleurs auditeurs. qui veulent venir dans Des l'émission. auditeurs. Il y a aussi Bailo de Tour est en ligne. Je ne l'ai pas eu ces derniers temps. Je vais passer la parole. Ok. Il n'est pas en Ceux qui ligne. veulent assister- L'éclairage que M. Diallo Sankar l'a apporté est extrêmement important pour l'histoire. Il va falloir qu'on continue à creuser ça. Parce que les journalistes qui écrivent n'ayant pas visité en Guinée, n'étant pas présents, les témoignages de Guinée sont extrêmement importants. Et le témoignage de Kouyaté qui a été relayé et qui montre les raisons. On a accusé, il y a eu plein de règlements de compte après l'assassinat. Ça a brouillé les cartes et Sékou a cultivé cette atmosphère de paranoïa, arrêté même les dirigeants et chacun s'est mis à accuser l'autre. Et puis voilà, ils se sont entretués ils ont brouillé les cartes pendant toutes ces années. Malheureusement, il a eu le temps de falsifier l'histoire, de tuer tous les témoins. Et comme il l'a toujours fait, donc, parce que pour assassiner son propre garde-corps, quand même, il faut être cuir. Mais comme ce monsieur en savait trop, il fallait le liquider. Exactement. Et je crois que c'est de ce Kouyaté-là que Kaba 41 parle dans son livre qui a fait torturer la femme à Cancan. Si je ne me trompe pas. C'est le même Kouyaté. C'est le même Kouyaté. C'est un homme très cruel. Ouais. Donc, vraiment pour tuer, la façon dont il a tué Kaba, d'abord tirer sur lui directement au niveau du foie. Hein? Et ensuite, dire, mais c'est pas possible. Hein? Moi, il est Non, il a tiré sur lui pour qu'il meure. Il meure. voulait faire ligoter un monsieur comme Cabral. Il a tiré sur lui pour qu'il meure. Et les gens qu'on a arrêtés étaient là et n'ont pas pu défendre parce que pour eux, Kouyaté a l'habitude de venir là, voir Cabral. Donc, pour eux, Kouyaté ne pouvait pas faire cela. Mais quand il l'a fait, il est parti. Les gens ont eu peur qu'il n'aille tuer également Pereira. C'est comme ça qu'ils ont Pereira était dans la même maison, effectivement. Ils l'ont fait fuir. Alors les autres disent non, ils l'ont trouvé dans... Non, il fallait le mettre dans leur petit bateau là et dans la cale pour ne pas qu'on l'aperçoive et qu'on le tue aussi. Parce qu'ils étaient convaincus que ceux qui voulaient les éliminer tous. Et la preuve, il a arrêté tout le monde. Et là, il y a la preuve qu'il a arrêté tous les autres. Et c'est ça la réalité. Pour arrêter 400 personnes, quand même, c'était un nettoyage total. Non, il l'a fait parce qu'il fallait le faire. Franchement, les autres, là, n'ont jamais été interrogés. Les gens qui l'avaient arrêté, il les a éliminés sur place. Comme c'était pour créer la psychose et éviter que la vérité ne sorte. Voilà. On arrête tout le monde et puis après, chacun a commencé à accuser l'autre des suspicions. Et puis il brouille ses cartes, comme il a l'habitude de le faire. Il était bien équipé pour ça. Non, il crée la suspicion. Alors il voulait tout simplement détruire le PAIGC complètement. Non, ça, on ne sait jamais à la solde de qui il est, ce bonhomme-là. On sait à la solde de qui il travaille. Quand on n'a pas hésité à coucher avec le gouverneur des colonies et qu'on s'affiche comme révolutionnaire africain, alors il faut s'attendre à tout. Donc c'est fort probable que, comme la Guinée-Bissau, le PAIGC était en train de gagner la guerre en Guinée-Bissau, c'est fort probable que Sékou Touré ait voulu saboter cette opération aussi. Non, il voulait, en réalité, donc peut-être qu'il de était au service des services secrets portugais. On ne sait jamais ce bonhomme. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez savoir, c'est que vous devez savoir, c'est que ce 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 que vous devez savoir, c'est
L'objectif de Sékou Touré, c'était d'annexer et la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. C'était ça son objectif. C'est pour ça que quand il y a eu des mouvements en Côte d'Ivoire, il a envoyé l'armée guinéenne, les MiG, survoler Freetown, et il a ramené Siaka Sevent, puisque Siaka Sevent avait été renversé. Là également, il a fait beaucoup de tueries. Donc son objectif, c'était d'annexer et la Sierra Leone et la Guinée-Bissau quand la Guinée-Bissau serait indépendante. Mais Cabral n'était pas cet homme-là qu'on pouvait mettre sous ses pieds, comme il le fait et comme Alpha voulait le faire également. Parce que Alpha aussi, dans son objectif, c'est ce que Sékou voulait. Exactement, ça il faut le rappeler aussi, parce que... Voilà, c'est ce que Sékou voulait, c'est ce qu'il a voulu faire. C'est des mégalos qui ne savent pas gérer leur propre village et qui veulent annexer d'autres pays. Ils veulent annexer les autres. Et c'est ça, pour tout simplement créer le chaos. Parce que vous avez dit Alpha a tout fait l'armée guinéenne pour mettre un de ses hommes à la tête de la Guinée-Bissau. À Africain. Et pendant longtemps. Donc, franchement, nous devons aussi rappeler ici que la Guinée-Bissau appartenait au Fouta-Jalon avant la colonisation. Donc, c'était une partie du Grand Labé. Ça faisait partie du Grand Labé à l'époque. Donc, et la Guinée-Bissau, au départ, était dans le Diwal de Labé, mais c'est là où Alpha Yaya a commencé à être le chef. Quand il s'est agi du fait qu'il ne s'entendait pas avec ses frères, son père l'a envoyé là-bas. Et lui a donné cette partie pour diriger. C'est là où il a appris le Coran. Et il a fait beaucoup de choses. Ça s'explique d'ailleurs bien parce que lui, sa maman est de là-bas. Sa maman est la fille de Jacques là-bas. Donc, c'est normal qu'on l'envoie là-bas. D'ailleurs, sa garde privée était composée de gens de la Guinée-Bissau. Et sa querelle avec les Français, la Guinée portugaise. Sa querelle avec les Français, c'est quand les Français ont donné cette partie aux Portugais pour récupérer certaines îles en Afrique centrale. Et tous les problèmes sont partis de là. Parce que pour lui, c'était sa propriété. En fait, les terres lui appartenaient. C'était pour le Fouta, c'était pour le Labé. Donc c'était normal qu'il soit furieux parce qu'ils l'ont fait sans lui dire ça. Non, c'était un problème du genre parce qu'il avait des richesses là-bas. Il avait beaucoup de richesses. Ça faisait partie du Grand Labé, c'était une trahison. C'était une trahison des contrats avec la France, des accords. Donc, quand on cède son territoire à une autre partie sans qu'on t'informe, alors que le Fouta était un protectorat, pas une colonie. Donc, c'était normal qu'Alpha Yaya s'énerve. D'ailleurs, il est allé à Conakry à l'époque, il a demandé comment on insulte en français quand il a rencontré le gouverneur Ballet, je crois. Il était furieux, il a demandé à son interprète là comment on insulte en français. Je ne peux pas répéter ce qu'il y a dit ici parce que nous sommes à la radio, mais c'était pas gai. Bon. Bachir, je crois qu'on pour va revenir conclure. à nos moutons, hein. Je pense qu'on va conclure sur Cabral. Si on est à la fin, Bachir peut clôturer pour nous parce qu'il est minuit. S'il a oublié quelque chose, il peut commencer à... Non, c'est l'intérêt d'étudier l'histoire et d'échanger sur notre histoire. On a des points d'ancrage qui nous permettent de bien expliquer Bachir, ce qui s'est passé chez nous. On va donner la parole en France. Avant de clôturer, Bachir, avant de clôturer, on va donner la parole à Baïlo qui attend depuis longtemps. Et puis on va clôturer après. Allô? Oui, alors bonsoir M. Ba, bonsoir M. Diallo, Lamine et Ella Sankarela. Merci, je suis très très désolé par rapport à mon absence pendant les 2 dernières semaines là.
Voilà, c'est le calendrier, mon agenda dans le boulot qui fait que je ne pouvais pas être de la partie. Et donc, j'étais à l'écoute depuis le début de l'émission, mais en direct, en live. Là, j'ai préféré me connecter à partir du code pour pouvoir vous remercier une fois de plus encore par rapport à cette belle histoire, à ce secret profond que vous êtes en train de mettre à notre disposition. Et j'avais personnellement aussi entendu parler de ce complot contre Amical Cabral, ce complot contre Kwame Nkrumah, organisé par Sékou Touré, mais avec vos récits d'aujourd'hui aussi, je suis complètement édifié que c'est incontestablement Sékou Touré qui a organisé l'assassinat de Amical Cabral. Parce que l'homme le portait beaucoup d'ombrage, et lui et Nkrumah. Et comme c'était un mégalomane, c'était un égocentriste, tout ce qui brillait, il ne voulait que pour lui. Donc il fallait s'y attendre que tôt ou tard, il organise un attentat contre Cabral et qu'il organise une sorte d'isolement total de Nkrumah pour que seul lui, son nom, puisse rayonner sur le continent africain comme étant le plus grand panafricaniste. Vous voyez, donc avec ce livre de ce journaliste investigateur portugais, ça prouve à suffisance encore que Sékou Touré était vraiment un homme très très paradoxal. Ce qu'il disait ne ressemblait pas à ce qu'il faisait, et ce qu'il faisait ne ressemblait pas du tout à ce qu'il disait. J'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec un jeune ami qui au moins parlait quand même que, en dehors de tout ce qu'il a fait en Guinée, mais sur le plan international, il a quand même fait beaucoup de choses par rapport à la lutte de libération de certaines colonies, anciennes colonies portugaises. Mais je n'ai pas manqué de le dire que tout ça a été fait simplement pour que Sékou se donne un nom. L'objectif, ce n'était pas pour bien faire, mais c'est plutôt pour se donner une image, se donner une certaine, un certain nom qu'il ne mérite pas. Et au-delà de tout, j'ai dit à ce jeune ami, mais que ce n'était pas ce mandat que le peuple de Guinée l'avait donné quand il magnifiait la guerre en Angola, la guerre au Mozambique et en Guinée-Bissau. J'ai dit, mais au-delà de tout, est-ce que lorsque l'Angola a eu son indépendance, son ambassade se trouvait où? La première ambassade de l'Angola vers l'Afrique de l'Ouest, c'était au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et à ce que je sache, Côte d'Ivoire n'était pas trop impliquée dans la lutte pour l'indépendance de l'Angola. Donc, est-ce que cela nous a donné une certaine image et un certain honneur à travers notre engagement auprès des Angolais? Il m'a dit non. J'ai dit donc, c'est pour dire que ce qu'il faisait, c'était contre-improductif pour nous, Guinéens. Même si c'était avantageux pour les Angolais ou le Bissau-Guinéen, mais pour nous, Guinéens, ça n'avait aucune importance parce que ce n'était pas ça son mandat. Son mandat, c'est pour nous donner de l'eau, de l'électricité, des routes, mais pour moi, face à son incapacité de faire face à ces défis réels, donc il s'adonne à d'autres objectifs dont il sait pertinemment qu'il n'allait pas pouvoir réussir. Mais pour que l'humanité, disons, le commun de mortels retienne, il avait tenté. Étant donné qu'il a tenté, ce n'est pas parce qu'il fait, il l'a tenté simplement pour qu'il ait un nom. Donc, il faut que les historiens guinéens travaillent pour ressortir tous ces secrets-là, qu'on sache réellement qui est l'homme et qu'on sache réellement qui a tué Cabral et pourquoi on a tué Cabral. Et donc, à travers ça, nous saurons réellement cerner la personnalité de Sékou Touré. Et vraiment, votre livre aussi, j'essaierai de le trouver très bientôt pour approfondir vraiment mes connaissances par rapport à cette tragique histoire de la Guinée-Bissau et à travers son leader Amical Cabral et le PAIGC. Vraiment pour pouvoir débattre partout où besoin de sera, pour démontrer par A plus B que Sékou Touré, ce qu'il disait n'était pas vrai, et ce qu'il faisait, il ne le disait jamais. Et que tout ce qu'il faisait, c'était de manière égocentrique pour qu'il ait un nom. Vraiment, merci beaucoup Ella Sankarela, merci M. Bachir Ba,
pour tout le travail et toutes les investigations que vous faites pour éclairer notre connaissance par rapport à la tragique histoire de notre pays. Merci beaucoup et je vous rends l'antenne. Ok. Merci beaucoup. Bachir, tu peux conclure. Baël a donné le mot de la fin. C'était de la tricherie parce que quand il s'est rendu compte qu'il était incapable de gérer même un village en Guinée, donc il a fait de la fuite en avant en se donnant un prestige qu'il ne pouvait même pas imaginer, en se donnant une allure de révolutionnaire. Comme je l'ai dit, quand il engueulait Vieira et Aristide Pereira pour leur dire que l'indépendance, ça s'arrache, c'est le comble de l'ironie. Parce que lui, son indépendance, c'est comment il l'a obtenu. On lui a fait lire un papier, et puis voilà. Il en a profité pour s'afficher comme héros international, alors qu'il jouait la prostituée avec les Blancs. Il n'a jamais levé un couteau de cuisine, il vient donner des leçons à des gens qui se sont battus, qui sont morts, qui ont perdu des villages, qui ont perdu leur vie et tout le reste. Voilà l'homme sans vergogne, sans limite, et malheureusement il y a des prototypes de ce genre énormément dans l'histoire de l'humanité. À nous de faire en sorte que les dégâts qu'il a commis dans les esprits et dans notre culture en Guinée soient totalement épluchés et enlevés de la tête des gens et de l'éducation des gens. Sinon, on n'arrivera jamais à nous en sortir. Je vous remercie. Fréquence Gandal.